Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous sommes avec Frédéric Dumas jusqu'à 14h, député Liberté et Territoire des Hauts-de-Seine, ancienne du groupe LREM à l'Assemblée, et là est tout le sujet, qui publie Ce que l'on ne veut pas que je vous dise, récit au cœur du pouvoir aux éditions Massot. Bonjour. Bonjour. Frédéric Dumas, bonjour. Effectivement, alors vous n'avez pas voulu appartenir à cette formidable renaissance qui est en train, justement, comme disait Emmanuel Macron, il y a un nouveau mandat, ça n'a rien à voir, c'est pas une prolongation, il y a un président nouveau, il y a un peuple nouveau, oui, en 5 ans, c'est plus le peuple français qu'on connaissait. Alors vous n'avez pas voulu faire partie de ce mouvement, renaissant? Déjà, j'ai quitté en septembre 2018, donc ça voulait dire que ça fait assez longtemps que je n'y crois plus. Et puis, c'est même très triste lorsqu'on parle de renaissance, ça veut dire avouer que pendant 5 ans, on a fait le contraire de ce que l'on annonce dans ce merveilleux discours. Oui. Et donc, effectivement, il n'a pas créé les conditions pour renaître. C'est-à-dire que vous voulez quand même dire que c'était un peu la belle au mois dormant, ces 5 ans? Eh bien, tout à fait. Alors peut-être, alors je sais pas, j'ai peut-être trouvé une autre, parce qu'encore à la rigueur, là, à la fin, la princesse se réveille et puis tout va bien. C'est vrai. Là, on ne sait pas si elle se réveille. Là, je pense que c'est un nouvel endormissement, mais je suis pas sûre qu'il tienne cette fois-ci. Je pense que, effectivement, il a été réélu, mais je pense que tout ce qu'il exprime maintenant passe plutôt comme de la communication. Je veux dire, ce discours était... d'abord, il a parlé d'agir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, il me dit 10 fois on va agir pour notamment remettre en cause, réduire les inégalités, donc ce qu'il n'a pas fait pendant 5 ans. Oui, ce qui est étonnant. Alors, votre livre, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir et que je recommande, parce que c'est une histoire très forte. D'ailleurs, je rappelle quand même que vous parlez aussi beaucoup de cinéma, parce que vous avez été très longtemps productrice, même présidente du syndicat des producteurs. Mais attention, je voudrais dire aux auditeurs que, attention, vous avez été productrice cinéma, mais pas pour des séries B. Vous avez produit ou coproduit avec Orange Studio, The Artist, le fameux artiste qui a eu tous les caraflés des Oscars, Gainsbourg, de Johann Sfar, Doberman, de Yann Kounen, Les Beaux Gosses, Alexandre Arcadi, Colin Serrault, Denis Tanovich, Oscar du meilleur film étranger, Timbuktu d'Abderrahmane Sissako, magnifique film aussi que j'ai vu. Donc, vous avez vraiment, vous avez derrière vous, peut-être devant vous, une carrière de productrice. Mais vous avez voulu faire de la politique, ça vous a attiré, on va en parler. Et votre livre là-dessus, c'est un peu l'histoire d'une longue déception, on pourrait dire. Oui, alors c'est vrai que on faisait quand même de la politique depuis un certain temps. J'avais été au cabinet de François Léotard, j'étais maire adjoint, conseiller régional, à chaque fois dans la culture, maire adjoint chargé de la culture, présidente de la commission culture, mais je n'avais jamais choisi d'y aller à 100%, parce que justement, je voulais rester libre. Ouais. Et donc, j'ai fait partie de ceux qui ont cru que j'ai cru que mon idéal allait être porté par Emmanuel Macron et que je pouvais y aller à 100%, devenir député. Parce que vous avez écouté ses discours, ce qu'il disait, vous êtes dit c'est ça, c'est l'homme nouveau. Écoutez, c'est un mélange, parce que si ça avait été que des discours, peut-être que j'y aurais pas cru, mais il a fait un mélange de discours et d'actes. Moi, ce qui m'avait frappé, janvier 2016, il est ministre et il parle d'un confort philosophique par rapport à la déchéance de la nationalité. Ouais. Il parle effectivement d'accueillir des migrants, etc. Il dit un certain nombre de choses où je me dis, il a le courage de dire des choses que peu de ministres vont dire, puisqu'un ministre, ça se démêle. Ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Et je me disais, en tout cas, il y va, il dit ce qu'il pense. Et effectivement, surtout, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il s'était battu contre le 49.3. Et il avait essayé justement de travailler avec le Parlement, de convaincre. Il avait passé, je sais plus, on dit qu'il a passé 500 heures au Parlement pour convaincre, et contre la méthode de Valls, qui était une méthode du 49.3. Donc pour moi, c'était des faits aussi. Effectivement, ce que j'ai pas imaginé, c'est que tout ce qu'il a décrit dans son propre livre, Révolution, puisque à un moment donné, j'ai remis des passages de son livre où on se dit que c'est quand même incroyable de faire à ce point-là le contraire. Ce que je n'ai pas compris, c'est que c'était une tactique pour gagner, pas pour gouverner. Parce que c'est pas quelqu'un qui, tout d'un coup, parce que le pouvoir est là, remet en cause ses convictions. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a mis en place quelque chose de totalement différent de ce qui lui avait fait gagner le pouvoir. Donc c'était déjà dans son raisonnement, dans sa stratégie, etc.
Mais ça ne vous... Enfin, je ne veux pas être... je rappelle... mais je me rappelle la phrase de Pasqua, vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Exactement. Et vous, en fait, parce que vous étiez déjà, vous avez expliqué, vous avez été déjà là-dedans, et quand est-ce que... Parce que très vite dans votre livre, on s'aperçoit, puisque vous êtes parti en 2018, vous êtes l'une des premières, je crois, aussi. Oui, on est parti à peu près ensemble avec Jean-Michel Clément, qui, lui, ayant voté contre le budget, est parti avant d'être éjecté. Avant d'être éjecté. Mais, alors justement, vous le racontez longuement et bien dans votre livre, mais qu'est-ce qui vous a fait commencer à douter en disant ah, c'est plus ça? Alors vous racontez que vous lui envoyez tout à Macron, vous dites comme ça qu'il a tout à savoir, vous lui envoyez des mails ou des messages en disant voilà, je cache rien moi vis-à-vis de tout. Mais parce que vous disiez c'est quand même le roi quelque part, et donc au moins je parle à lui et pas à ses saints, hein, au bon Dieu et pas à ses saints. Mais quand est-ce que vous avez commencé à vraiment douter en disant mais il y a quelque chose qui ne va pas? En fait, si j'avoue assez rapidement, après on prend, c'est presque une psychanalyse, on prend quand même le temps d'accepter, même si je l'ai fait quand même assez vite, mais au moment où on le fait, assez vite, parce que dès qu'il a été élu, il y a eu des signaux faibles, genre il a présenté assez rapidement les statuts d'En Marche, qui ont dû être votés pendant le mois de juillet. Et il avait effectivement... Juillet donc 2017. Juillet 2017. Et donc il avait dit à l'époque que les partis politiques n'étaient pas démocratiques, que les élus étaient tous corrompus, bon bref, etc. Et on voit arriver les statuts, et là j'ai halluciné, parce que si un parti n'est pas démocratique, ce qui est un peu vrai, hein, les partis politiques ne sont pas très démocratiques, mais il y a au moins des gens nommés et des gens élus, c'est le minimum. Et là on voit arriver des statuts où personne n'est élu. Tout le monde est nommé par le siège et tout dépend du siège. Les montants qui sont accordés de subventions, il y avait plusieurs centaines de millions. En Marche a récupéré plusieurs centaines de millions. Pour les Hauts-de-Seine, on donnait gentiment, c'était en dessous de 10 000 euros. Et en revanche, sur le plan local, on gardait des comités un peu comme le système. Et qui choisissait les subventions, enfin le montant des subventions? C'était Oui, mais c'était à partir du moment où on donne 8 000 euros pour les Hauts-de-Seine, on sait que c'est ça ou rien, c'est la même chose. C'est pas donner de l'argent au parti En Marche et sur le plan. Alors donc il y avait les personnes étaient nommées par le siège, et ensuite sur le terrain il y avait plein de petits comités dont on trouvait très bien qu'ils se battent entre eux. Voilà, c'est en fait le système où on divisait pour mieux régner, et donc la décision a été prise que surtout En Marche n'existe pas. Et pourquoi? On le voit très bien 5 ans après. Heureusement pour Emmanuel Macron qu'En Marche n'existe pas, parce que ça lui permet de changer d'électorat. Lui, en fait, il n'a jamais voulu qu'En Marche existe, parce que si En Marche avait existé, peut-être qu'une sorte de corps de doctrine se serait établi, que ça aurait été une puissance, mais une puissance qui était aussi un contre-pouvoir. Pour lui, oui, mais, là, il n'y en a plus, il n'y en a pas de contre-pouvoir. Mais alors, le problème, Frédéric Dumas, et parce que vous le sentez, mais c'est clair qu'à partir du moment où, on le sait, grâce à Chirac-Jospin, ou grâce ou à cause de Chirac-Jospin, l'élection législative suit l'élection présidentielle, il n'y a plus de Parlement. Enfin, pour le moment. C'est-à-dire que le Parlement, l'exécutif, c'est la chambre d'enregistrement, on l'a beaucoup dit, je ne vous apprends rien. Mais est-ce que, effectivement, ce n'est pas, et vous vous êtes heurté parce que vous aviez effectivement d'autres sentiments et d'autres attitudes face au monde, mais est-ce que ce n'est pas, hélas, la loi du genre? Ça veut dire, vous êtes élu après le président de la République, le président de la République a été élu par le peuple, vous devez suivre le président de la République et la circonscription. Est-ce que ce n'est pas un engrenage 5e République qui se met en marche implacablement? Alors, vous avez entièrement raison. C'est effectivement ce système, et on va y revenir, vous avez eu des invités qui en ont parlé, qui ne va pas du tout, mais c'est aussi, j'allais dire, la personne qui l'incarne, qui peut, j'allais dire, dériver beaucoup plus l'une que l'autre. Parce que quand Emmanuel Macron redit dans son discours d'investiture cette phrase hallucinante parce qu'il parle de renaissance démocratique, c'est-à-dire en ayant supprimé tous les contre-pouvoirs pendant 5 ans, il parle de renaissance démocratique et il dit cette phrase. Bien sûr que ça passera par le politique ou l'institutionnel, mais finalement, c'est peut-être pas le plus important. Le plus important, c'est que ça se pratique, que ça soit dans les actes et dans la pratique au quotidien. Et on se dit, mais c'est énorme de dire ça, parce que nous, ce qu'on lui a demandé pendant 5 ans, ça aurait très bien pu être le même système s'il l'avait mis en pratique.
Ouais. Un système, en se disant notamment qu'il associait, mais c'est plus qu'associé. Je vais revenir sur votre question très importante. Vous m'avez dit pourquoi je suis partie. Donc il y a eu ce signal faible dès le début. Alors juste un mot, je crois qu'on va le dire pour prendre le temps, parce qu'il faut après cette petite pause, toute petite pause, et on se retrouve avec Frédéric Dumas. Et Frédéric Dumas qui connaît bien la machine politique et parlementaire dont on parle quasiment chaque jour dans Berkoff dans tous ses états. Vous nous appelez au 0826 300 300. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et quand on dit à la députée des Hauts-de-Seine, Frédéric Dumas, ce que l'on ne veut pas que je vous dise, ben évidemment, elle le dit quand même, elle le dit longuement et elle le dit bien dans un livre paru chez Florent Massot, Le récit au cœur du pouvoir. C'est pas mal de temps en temps d'être dans le ventre de la bête. C'est là où on a quand même les informations les plus intéressantes quand on arrive à en sortir. Et vous avez survécu, ce qui est une bonne chose. Et justement, alors, parlez-nous, on a commencé à en parler, Frédéric Dumas. Pourquoi vous avez décidé de partir? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous dites, oui, ça va pas, moi, je peux pas continuer comme ça? Il y a eu deux choses. La première, c'est le fait que tout était effectivement décidé à l'Élysée, notamment... Entre qui et qui, tout, franchement? Sincèrement, moi, comme je m'occupais beaucoup d'audiovisuel, oui. Puisque, bon, voilà, par mon passé, j'avais une certaine expérience, tout était décidé par Alexis Collère. Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée. Secrétaire général de l'Élysée, qui estimait être compétent sur l'audiovisuel, que Emmanuel Macron estimait qu'il était compétent sur l'audiovisuel parce qu'il avait été représentant de l'agence de participation de l'État au conseil d'administration de France Télévisions. Bon, vous savez tous que c'est pas parce que on représente l'État au conseil d'administration de France Télévisions ou de Radio France qu'on connaît le secteur. Mais lui, ça suffisait pour dire il connaît le secteur. Vous avez pu remarquer d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu de ministre de la Communication. Avant, on avait un ministre de la Culture et de la Communication. Là, c'est ministre de la Culture, pas ministre de la Communication, pas de secrétariat d'État. Et tout était décidé par lui. Et donc, mais il est effectivement seul dans son bureau, il rend compte à personne sauf à Emmanuel Macron, et on ne peut pas le rencontrer. Et moi, quand j'ai vu effectivement au moment où ils ont mis en avant cette phrase qu'a prononcée Emmanuel Macron, même si elle est un peu, je pense, un peu transformée, mais la honte de la République pour le service public. Derrière, moi, je me suis dit, il faut absolument que je travaille sur le sujet parce que tout le monde va arriver en faisant n'importe quoi. Donc j'ai essayé de travailler sur ce sujet. Et c'est là qu'on m'a dit que de toute façon, la seule chose qui était intéressante sur ce sujet, c'est de faire des économies. Tout le reste n'avait aucun intérêt, c'est-à-dire transformer, mettre une gouvernance meilleure, programme, etc. C'était les économies. Et donc, tout était décidé par Alexis Collère. À chaque fois, on me disait, Alexis veut pas, Alexis veut que. Notamment, comme vous le savez, c'est lui, 1 heure avant la conférence de presse sur l'audiovisuel de Françoise Nyssen, qui a dit, il va falloir qu'on fasse moderne. Donc on va balancer la chaîne pour enfants qui s'appelait la chaîne jeunesse, donc sur le tout numérique, plus de linéaire, donc ça veut dire qu'on aggrave les fractures. Les enfants, comme chacun sait, sont des grands experts en numérique. Quoi. Voilà, parce qu'effectivement, en plus, Alexis Collère a confondu les jeunes avec les enfants, et il fallait faire moderne. Donc il a pris cette décision tout seul. Donc pour finir sur ce sujet, donc des décisions prises totalement hors sol, en dehors de la pertinence, etc. Et puis, ce qui a vraiment provoqué mon départ, c'est l'absence d'exemplarité. Moi, j'étais encore convaincue, puisque j'essayais encore d'y croire, qu'il y avait au moins de l'exemplarité, puisque rappelez-vous que le quinquennat a commencé avec la loi sur la confiance, avec des ministres qui partaient, même s'ils n'étaient pas mis en examen. Rappelez-vous, François Bayrou est parti alors qu'il n'était pas mis en examen. Et donc là, je m'étais dit, c'est vrai qu'on peut commencer à faire quelque chose d'intéressant s'il y a de l'exemplarité au plus haut niveau. Et ben, arrive au mois de juillet l'affaire Benalla. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que Emmanuel Macron commence à refuser un certain nombre de choses, c'est-à-dire refus que Alexandre Benalla soit entendu par la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Qui s'est vite désintégré, d'ailleurs. Qui s'est vite désintégré. Donc refus que Alexandre Benalla, comme Alexis Collère, soient entendus par la commission d'enquête, en prétextant la séparation des pouvoirs, en passant en même temps un coup de fil
à Gérard Larcher en lui demandant de pas trop abîmer. Pourtant, c'est ça la séparation des pouvoirs. Non, mais ce qui est dingue, c'est que il peut passer un coup de fil à Gérard Larcher pour lui dire de faire attention à s'en protéger, mais il ne veut pas que des gens soient entendus par une commission d'enquête à l'Assemblée. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui fait qu'il est tenu d'une manière ou d'une autre. Et au mois d'août, donc, j'ai envoyé un très long, effectivement, message, où je lui demandais de faire le minimum, où je lui demandais, il fait ce qu'il veut, mais où j'espérais qu'à la rentrée, il aurait fait un peu de ménage, c'est-à-dire qu'il aurait demandé que ceux qui sont directement liés à cette histoire s'en aillent. Ça voulait dire Ismaël Emelien, ça veut dire tout ce qu'on a découvert après avec Mediapart. Et en fait, il est rentré en disant, circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien. Et c'est pas là où il a la fameuse qui vient me chercher ? Alors c'est au mois de juillet où il a dit qu'il vient le chercher, alors qu'on sait tous qu'on ne peut pas aller le chercher. On a le coffre-fort qui disparaît, comme vous le savez. On a Alexandre Benalla qui, je dis ça parce que pendant le débat de l'entre-deux tours, on a effectivement reproché à Marine Le Pen d'avoir contracté un prêt en Russie, mais on a oublié que Alexandre Benalla, quand il était à l'Élysée, au cœur du pouvoir, il s'est avéré qu'il avait passé des contrats avec des oligarques russes. Donc tout ça, on a oublié. Donc je me suis dit, si effectivement il y a cette absence d'exemplarité, y compris pour Alexis Kohler, mais on en reparlera, je me suis dit, en fait, on peut rien faire. Puisque on ne peut pas avoir des dirigeants qui prennent les bonnes décisions, puisqu'ils sont tenus par un certain nombre de choses, et ils ne vont pas prendre les décisions pertinentes pour les Français. Et c'est là que vous êtes dit, il n'y a plus rien à faire à l'intérieur. Je l'ai senti comme une urgence. Vous savez, quand vous avez une intuition en vous disant, il faut que je sorte de là. Donc j'ai fait mon interview au Parisien le 17 septembre et j'ai parlé du Titanic. J'ai dit, c'est comme si en fait, le Titanic, c'est étant le paquebot France, qu'Emmanuel Macron nous emmenait droit sur l'iceberg, que ça soit en 5 ans ou en 10 ans, nous amène droit sur l'iceberg. Et rappelez-vous, le capitaine du Titanic, son truc, c'était, je veux aller plus vite. Et plus fort. Et répétez tout le temps ça, Emmanuel Macron. Nous agissons, vous parlez aussi de ça, c'est une citation, nous on est en train de foncer, c'est peut-être le vers le précipice, mais ça fera rien. Oui, ça, c'est hyper important, je l'ai mis au début du livre, parce que à chaque fois on me disait, moi ce à quoi j'ai cru aussi, lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé, moi je vous cache pas, j'ai un peu de mal avec les idéologies. Les idéologies, qu'elles soient de droite ou de gauche, elles m'embêtent un peu parce qu'elles enferment, elles empêchent effectivement de traiter, elles étiquettent et elles empêchent de prendre les bonnes décisions puisque on veut coller à son idéologie. Et donc c'est un peu ça aussi qui m'avait fait aller vers lui. Et en revanche, j'essaie de décrire qu'il véhicule aussi une idéologie qui est beaucoup plus compliqué évidemment à pointer du doigt, et je l'ai appelé le progressisme technocratique. Et j'ai cité cet essayiste américain Dwight McDonald en 1946 qui explique ce que c'est que le progressisme et qui dit, il fait une allégorie, il dit c'est comme si c'est de jeunes gens qui sont dans un bolide, qui foncent droit dans un précipice, qui voient des gens au bord de la route et qui leur dit oh là là, qu'est-ce que vous êtes négatif, nous au moins on fait quelque chose. Eh bien écoutez, nous on va essayer de ne pas aller vers le précipice, mais de continuer à faire des choses avec vous, Frédéric Dumas, après les informations. Et pour éviter le précipice et pour continuer ce dialogue démocratique, vous nous appelez au 0826 300 300. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et Frédéric Dumas, récit au cœur du pouvoir, aux éditions Massot. Alors justement, Frédéric Dumas, vous en parlez, vous avez d'ailleurs le courage d'en parler, c'est pas évident, mais... Alors comment on est et surtout comment se meuvent les pouvoirs? Est-ce que c'est toujours Saint-Simon, le roi, parce qu'on est en monarchie républicaine, il ne faut pas se raconter des histoires, on le sait, tout le monde le sait, c'est pas nouveau. Les courtisans, l'entourage, est-ce que c'est, vous avez vécu quand même, déjà vous le connaissiez, mais vous avez vécu à l'intérieur, puisque comme député, avec les lois, les commissions, etc. Est-ce que c'est véritablement la monarchie, les bénis du VLSS, comment ça marche? Oui, moi je pense que concrètement. Je pense qu'il n'y a plus de contre-pouvoir et plus de garde-fous. Parce que c'est deux choses un peu différentes, mais les deux n'existent plus. Sur le plan des institutions,
le Parlement, donc par exemple l'Assemblée nationale, évidemment, comme c'était pas seulement sous Emmanuel Macron, vous voyez, je dis sous, en tout cas, oui, mais on peut le dire. Ouais. Bien sûr que c'était pas le Parlement qui fait la loi, on le sait maintenant, quoi. C'est les projets de loi, donc c'est le gouvernement. Proposition de loi, c'est une fois par an pour chaque groupe, donc effectivement la loi est faite par le gouvernement. Mais si on ajoute à ça le fait que je le décris parce qu'il faut vraiment faut s'en rendre compte, c'est vraiment qu'on est dans un décor de théâtre artificiel à tous les niveaux. Quand on fait des auditions de ministres en commission, on nous dit les parlementaires reçoivent les ministres, donc on est censé poser des questions et les interpeller sur un certain nombre de sujets. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le monde anglo-saxon. On parle. Alors d'abord, on avait 4 minutes, ils nous ont, pour parler au nom d'un groupe, ils nous ont réduit à 3 voire 2 minutes. Et alors quand c'est-à-dire chaque question ne doit pas dépasser 2 ou 3 minutes. Voilà, exactement. Ouais. Et donc quand les choses sont un peu complexes ou qu'on veut amener du travail pour notamment sur les cas par exemple d'Alexis Collère ou autres, c'est assez difficile de faire ça en 2 minutes. Mais ok, on fait l'exercice. Qu'est-ce qui se passe après ? On a le ministre qui nous répond. Donc la plupart du temps, il répond en ne disant pas totalement la vérité. Il répond à côté ou pas, franchement. Alors, soit il répond à côté quand il n'a pas envie de répondre, soit il va pas répondre, il va répondre des choses où, quand on a travaillé, on sait que ces choses ne sont pas justes. D'accord. Mais vous pouvez rien faire puisque vous n'avez pas le droit de reprendre la parole. Donc en fait... ah oui, vous n'avez pas le droit, c'est interdit. En audition, vous n'avez pas le droit de reprendre la parole. C'est-à-dire que c'est même pas une discussion, par exemple. Vous ne pouvez pas dire après, vous ne pouvez pas dire, écoutez, monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à la question. Non. Et c'est le principe. Le principe, c'est vous posez votre question, il répond et après c'est fini. Et moi, à chaque fois que j'ai voulu évidemment pousser un peu, alors vous êtes sûr que votre micro est coupé, donc personne ne va entendre. Mais même si je poussais moi, en me disant même si personne n'entend, je veux quand même, tout le monde se retournait du genre, mais quand même, comment tu oses, c'est un ministre, etc. Bon, les QAG, vous le savez très bien, c'est la même chose. Donc en fait, les QAG. Pardon, les questions au gouvernement, c'est la même chose, puisqu'ils répondent ce qu'ils veulent, et vous ne pouvez pas répondre. Alors, ils ont inventé le fait qu'on pouvait répondre, mais avec le même temps. Donc, on n'arrive pas, évidemment, à répondre. Et il faut vraiment voir la Chambre des communes en Angleterre, le Congrès américain ou la Chambre des communes canadienne. Je veux dire, les ministres, ils passent un sale quart d'heure. Écoutez, on l'a vu quand ils sont nommés, ça dure des fois 2 jours, 3 jours. Et les bombardes de questions. Exactement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et en fait, c'est le moment pour le ministre, au contraire, de faire une forme de propagande s'il le veut, parce qu'à un moment donné, il va dire ce qu'il veut. Et comme vous ne pouvez pas l'infirmer, ce qui va rester au final, c'est ce qu'il a dit, et donc sa vérité. Le ministre peut parler autant qu'il veut, pardon. Est-ce qu'il a 2 ou 3 minutes? Non, il peut parler autant qu'il veut. D'accord. Ah ouais. Donc pas dans l'hémicycle, mais en tout cas en commission, il peut parler autant qu'il veut. Et s'il ne dit pas des choses justes, on ne peut pas les faire apparaître devant, à ce moment-là, devant les gens qui écoutent, puisque les auditions sont publiques. Ensuite, vous avez, et ça vous l'avez tous vu, vous avez les fameux débats de l'article 50-1 de la Constitution, où on nous explique qu'on va avoir un débat. Alors on se dit super, un débat. Oui, mais c'est pas du tout un débat. Alors d'abord, c'est souvent des décisions qui sont prises, les décisions ont déjà été prises par le président de la République, comme vous l'avez vu pendant la crise sanitaire, puisque là, il y avait en plus des ordonnances, et on avait le président de la République qui prenait des décisions, qui les annonçait à la télévision, aux 20h en général, et nous, on avait un débat après. Bon, et de débat, pareil. Vive les pouvoirs. Et le débat après, c'est pas un débat non plus, puisque on retrouve la même forme, c'est-à-dire que chaque président de groupe fait une intervention, et puis à la fin, le ministre va répondre. Mais donc, il n'y a pas de débat. Et après une annonce qui a déjà été dite à la télévision pour tout le monde. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que tout ça est totalement artificiel, c'est un décor. Quand on dit par exemple, on est passé par le Parlement, donc c'est démocratique. Comme on sait que maintenant, on sait tous que c'est une chambre d'enregistrement, évidemment que c'est quoi la démocratie si c'est juste passé pour donner le vernis de la démocratie. Et alors après, évidemment, on peut s'interroger sur pourquoi effectivement les députés ne bougent pas. En tout cas, la différence entre eux, par exemple, parce qu'évidemment, on parle souvent de Nicolas Sarkozy en disant Nicolas Sarkozy était aussi autoritaire et exerçait le pouvoir de manière centralisée, ce qui est assez vrai. En tout cas, il a fait partie de ceux qui ont un peu plus centralisé les choses. Mais il y avait 2 différences. La première, c'est qu'il avait une sorte de contre-pouvoir, qui n'est pas obligatoirement voulu, mais qui était qu'il y avait quand même des personnalités dans son parti qui pesaient.
Parce qu'ils avaient une histoire, parce qu'ils étaient maires de grande ville, etc. Donc il était quand même confronté dans le débat public. Tandis que les députés LREM, c'était pas ça. Tout le monde avait été nommé par lui, procédé de lui, donc il n'avait pas de contre-pouvoir en pratique. Et la deuxième chose, c'est que Emmanuel Macron avait aussi cette volonté d'exiger, et c'est ça qui m'avait frappé le plus, puisque moi j'étais venue parce que je pensais qu'il était libre. Que c'était quelqu'un qui était libre, et du fait qu'il était libre, il souhaitait rendre la liberté à tous les autres. En fait, c'est quelqu'un qui veut être libre en confisquant la liberté à tous les autres. Parce que sa liberté, il la revendique tout le temps. Il dit, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux, voilà. Donc ça, c'est vrai. Mais en la confisquant effectivement à tous les autres. Et le problème, c'est qu'il est... là, c'est un peu de la psychanalyse, mais il est effectivement persuadé qu'il sait. Voilà, ça c'est sûr. Comme Alexis Collère, comme ces personnes, quand vous parlez avec ces personnes, souvent je prends le film Matrix, c'est parce qu'en fait, sincèrement, c'est que vous avez l'impression de parler à une matrice, à un programme informatique. Il est dans la matrice. Il ne vous écoute pas. C'est comme si vous disiez parler à un programme informatique ou parler à un mur. Mais pourtant, alors c'est étonnant parce que tous disent de Macron que quand il est en face de vous, il n'y a que vous qui existez. Enfin, quand il fait son opération séduction et il vous écoute, et c'est tout juste, il prend pas des notes et on dit ah là là, j'ai vu Macron, c'est formidable. Il écoute tout ce que je dis. Quel homme extraordinaire. Oui. Ce qui est vrai, puisque moi je me suis fait aussi avoir pour ça, c'est qu'il va avoir cette posture. Là, mais ensuite, il n'en fait absolument rien. C'est-à-dire, je suis effectivement la personne la plus importante à ce moment-là, mais il n'en fera jamais rien. Parce que là, c'est vraiment, je dis, une matrice. On peut lui parler, rien ne passe. Et je pense que ça correspond à ce qu'il est profondément. C'est-à-dire qu'à sa décharge, c'est un peu comme un algorithme, parce que souvent les gens sont fascinés par lui intellectuellement. Et je dis, bah oui, mais en fait, c'est comme si vous me disiez que vous étiez fasciné par un algorithme. Un algorithme, ça peut réciter une encyclopédie par cœur, ça peut répondre à toutes les questions. Mais ça n'a pas de modération humaine. Mais alors, comment vous expliquez, vous qui l'avez quand même connu et côtoyé? Moi, ça m'a frappé, je ne suis pas le seul, quand il a donné cet entretien aux Parisiens, qui a été lu et relu et corrigé. Et quand il dit, j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. Et il a dit, en place, ce n'est pas vraiment un citoyen, quelqu'un qui est responsable n'est pas un citoyen. Quand même des choses assez fortes pour un président de la République, même d'ailleurs pour un député. Comment vous expliquez ça? Il va jusqu'à la rupture en disant, moi, c'est comme ça, et voilà. Mais parce que, au moment où il dit ça, c'est d'ailleurs ce qu'il a fait depuis le début du mandat, en tout cas à partir des Gilets jaunes, quand il s'est rendu compte qu'il a dit lui-même cette phrase, quand la défiance a commencé à s'installer, c'est irrémédiable. Quand il comprend ça, il ne cherche plus à rassembler, il ne cherche plus à réconcilier. Et au contraire, il se dit... Sa stratégie électorale devient, je dois renforcer mon noyau dur pour qu'effectivement passer le premier tour et me retrouver en face de Marine Le Pen. Donc à ce moment-là, il a décidé de cliver. Donc quand on se retrouve à la fin effectivement du mandat avec le vacciné contre non vacciné, en fait il est dans sa stratégie électorale. Sa stratégie électorale, c'est de dire je vais faire plaisir aux vaccinés qui sont beaucoup plus nombreux, qui vont être rassurés, puisque d'ailleurs je fais passer les non vaccinés pour de dangereux, pour ceux qui vont qui vont être responsables de la mort des autres. Et le pire, c'est qu'au moment où il passe parce que moi je fais partie de ceux qui ont été plutôt favorables à la vaccination, tout en disant que c'est pas parce qu'on est favorable à la vaccination qu'on peut dire aux Français que ce vaccin, il n'y a aucun effet, on n'en sait rien, on est encore dans la période d'essai, personne peut arriver avec des certitudes là-dessus, et donc on se doit de dire quand même la vérité aux personnes, et si on a un taux de vaccination, je sais pas moi, qui atteint entre 65 et 80, c'est pas la peine d'aller effectivement emmerder les autres. Quand il le fait à un moment donné où le vaccin lui-même, moi j'ai posé 4 fois la question dans l'hémicycle, personne ne répond, 4 fois la question, je dis mais ce vaccin, on sait que maintenant, il ne permet pas de... on le sait, c'était prévu depuis le début. C'était prévu depuis le début qu'il ne soit pas là pour empêcher la contagion. Donc, on ne nous a pas dit depuis le début que c'était ça, mais depuis le début, c'était uniquement... Et on avait dit qu'il ne transmettait pas non plus. Voilà. Donc, c'était sur les formes graves. Donc, maintenant, on sait que c'est sur les formes graves. Les formes graves, c'est plutôt sur les personnes plus âgées. Ces personnes-là
sur la 3e dose, ont commencé à être vaccinés en septembre. Absolument. Donc, on venait de se rendre compte que l'efficacité du vaccin partait relativement vite, 3 mois, 3-4 mois. Donc, quand on passe en janvier sur la vaccination obligatoire, on sait déjà que si on est logique, si on pense que c'est hyper important, on est obligé de parler de 4e dose. C'est-à-dire dans la logique de si c'est efficace, on doit parler de 4e dose. Évidemment, ils ne veulent pas parce qu'ils savent très bien que quand même là, ils vont embêter aussi les vaccinés. Et en même temps, on sait qu'Omicron arrive et qu'Omicron, lui, permet l'immunité naturelle. Donc ils prennent, j'allais dire, pour aller dans votre sens, c'est-à-dire que en plus, ils prennent une décision sur quelque chose qui n'a aucun intérêt sanitaire et en plus, ils décident d'avoir envie d'emmerder une partie des gens. Et absolument, Frédéric. Et Orwell oblige, il n'appelle plus ça la 3e et 4e dose, c'est la dose de rappel. Ouais. 3e dose, c'est déjà dose de rappel, oui, première dose de rappel, 2e dose. La 2e, c'était booster, la 3e, c'était... Voilà. Non, c'est assez fou. On en reparle, on continue à en parler, évidemment, c'est passionnant après une petite pause. Et beaucoup de sujets à traiter, vous nous appelez au 826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Frédéric Dumas, nous continuons notre traversée au cœur du pouvoir dans votre livre, Ce que l'on ne veut pas que je vous dise et que vous avez dit, vous avez bien fait. Ce livre publié chez Massot. Vous parlez aussi d'autres personnages comme François Bayrou, comme Valérie Pécresse, que vous avez... et c'est très intéressant quand même, il y a des choses... Et au fond, quoi, est-ce que c'est pas toujours cette histoire du pouvoir où la plupart, pas tous, se ferment en disant, écoutez... ne venez pas vous m'embêter avec vos idées dissidentes. En fait, nous, on sait ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est pas pratiquement à des degrés divers, Macron étant vraiment le degré absolu, est-ce que c'est pas la même chose? Parlez-nous Bayrou Pécresse, par exemple. Non, vous avez raison sur le fond, c'est la même chose. Même si effectivement chacun n'ayant pas eu le même étendue de pouvoir, on n'a pas assisté aux mêmes excès, aux mêmes abus de pouvoir, mais où c'est la même chose, c'est que dans la nature humaine, j'allais dire, le garde-fou, le fait de se limiter, de s'auto-limiter, n'est pas naturel. Donc si effectivement il n'y a pas un process qui oblige à s'infliger des garde-fous soi-même, ça va pas aller. Ouais, et comment Pardon, je vous arrête là-dessus, Frédéric Dumas. Ce que vous venez de dire est juste, mais très grave. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, il y a tellement peu de garde-fous institutionnels, il n'y en a pas. Voilà. Donc il faudrait que la personne se discipline elle-même. Oui, mais comme effectivement, il y a peu de gens qui arrivent à se discipliner eux-mêmes, et puis même ceux qui arrivent un peu plus que les autres, il y a toujours un moment où ça marche pas. S'il n'y a pas des mécanismes qui permettent de le faire, et moi je vais plus loin, c'est-à-dire je dis que c'est pour tout type de pouvoir. C'est le pouvoir du président de la République, c'est le pouvoir de l'exécutif, mais c'est aussi le pouvoir des citoyens. Moi, j'ai pas plus envie que les citoyens, le peuple, entre guillemets, prennent le pouvoir. Je veux dire, à un moment donné, il y a des abus de pouvoir dans tout pouvoir. Donc il faut des mécanismes qui permettent, qui obligent les personnes... alors moi, je les ai appelés garde-fous et pas contre-pouvoir, parce que je trouve que contre-pouvoir, ça donne le sentiment qu'on va vous limiter, vous empêcher d'agir. Garde-fou, c'est plutôt... Je réfléchis, ça s'apprend. C'est je réfléchis, je me pose les bonnes questions. Moi, ce qui m'a toujours frappé quand on arrive sur les affaires de toutes ces personnalités, ils ont tous des affaires. Ouais. Et pourquoi ils en ont? Parce que ils sont arrivés à un moment où c'est pas que on parle toujours d'impunité, bien sûr, il y a l'impunité, donc évidemment ça n'aide pas à réfléchir sur soi-même. Où ça prend 10 ans, et puis le pouvoir, la justice, évidemment, n'est pas indépendante, et donc tout ça fait que ça va pas. Mais c'est surtout que chacun pense que le garde-fou, il doit être pour l'autre et pas pour soi-même, parce que soi-même on est bien. Moi, j'ai eu des discussions avec, par exemple, Alain Juppé, qui m'expliquait, c'était juste après l'appel, où il était passé de 10 ans à 1 an, 18 mois, donc c'était quand même raisonnable. Après son verdict, après son verdict, où il m'expliquait qu'il aurait dû avoir un non-lieu. Et moi, je lui dis, on peut pas avoir un non-lieu quand il y a des faits. Et pour lui, c'était, mais j'étais Premier ministre, c'est pas possible.
Et on voit bien que c'est consubstantiel, c'est-à-dire qu'ils pensent que pour eux, ça ne s'applique pas. Oui, c'est ça. Mais ils le disent pas, ils disent pas non plus, je ne veux pas que ça s'applique pour moi. C'est que pour eux, c'est par essence que ça ne s'applique pas pour eux. C'est-à-dire, c'est pas normal, ça s'applique pour le vulgum fécus, la population. Et je sais pas si vous avez vu dans le livre, je raconte cette phrase de Stéphane Richard, énorme. Il est interrogé sur une radio concurrente. Le PDG d'Orange. Le PDG d'Orange, quand il est condamné il est condamné puisqu'il avait été mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Je crois que là-dessus, ça a été mis en détournement de fonds publics, etc. Et il dit deux choses. Il dit un responsable comme moi ne devrait pas être jugé comme un citoyen ordinaire. Alors on se dit, ça veut dire quoi? Et il continue en disant, parce que vu que j'ai beaucoup de responsabilités, je dois être jugé avec plus d'indulgence. Alors c'est le truc à l'envers. Et après il dit, de toute façon, l'exemplarité doit passer, il l'affirme comme ça, après l'efficacité. Alors on se dit déjà, de décider que l'exemplarité c'est après l'efficacité, et on se dit de quelle efficacité il nous parle. Parce que l'efficacité pour sa carrière, par rapport à ce qui lui a été demandé, ou pour les Français. Donc, vous voyez bien que s'il n'y a pas des mécanismes qui font que ces personnes sont obligées de se poser des questions, elles ne se les poseront pas. Oui, mais ces mécanismes, elles ne viendront pas de ces personnes-là. Non, bien sûr que non. Il faudrait qu'elles viennent de l'extérieur. Enfin, exactement. Voilà. Et en fait, ça, c'est quelque chose que vous avez ressenti, donc à beaucoup de degrés de pouvoir, que ce soit l'Île-de-France, par exemple, d'un côté, que ce soit Bayrou dans Modem et compagnie. En fait, c'est des pouvoirs à tous les niveaux, à un moment donné, ça joue, quoi. À tous les niveaux. Alors après, c'est vrai que chaque personne est différente. Valérie Pécresse, elle, c'est quelqu'un, elle s'est mise en avant, la dame de fer, la dame de l'ordre, etc. Donc elle fait confiance à personne. Elle ne supporte pas le moindre avis. Je ne parle pas de donner son avis. Moi, quand j'ai essayé de le donner, elle m'a mis dans une histoire. Elle a essayé de dire que j'avais un conflit d'intérêts. Évidemment, j'en avais pas. Et la déontologue l'a bien montré, mais juste parce que je voulais donner mon avis, quand même. Donc c'est un peu grave. Donc on nomme des gens, soit qui effectivement ne sont pas compétents, parce que alors voilà, ça c'est un trait qui revient. Ouais. C'est-à-dire que on vous choisit, par exemple, dans La République En Marche, il y avait au moins une centaine de députés. Et chaque fois, on les traite assez mal, mais il y avait une centaine de députés qui étaient intéressants. Mais dès qu'effectivement, ce qui s'est passé dès le départ, c'est que tout député qui était un peu intéressant parce qu'il avait une expérience ou un savoir, c'était surtout celui à qui on ne donnait pas la responsabilité. Ah oui, parce que c'est pas pratique. Il pouvait faire de l'ombre. C'est quoi? Il faut faire de l'ombre. Si vous voulez faire passer vos idées. Oui. Et vous avez besoin de gens qui surtout ne connaissent pas grand-chose, parce que si les gens connaissent, c'est un peu ça dérange. Donc ça a été systématiquement organisé. Alors on appelait ça l'ancien monde, c'est-à-dire que dès que vous disiez moi je sais peut-être un peu des choses, ça ne veut pas dire que j'ai raison sur tout. Ah, mais c'est l'ancien monde. Il a dit soyez fiers d'être des amateurs. Voilà, exactement. Magnifique. Mais quand on dit ça, ça veut dire je préfère avoir des gens qui on vient vous chercher pour ce que vous êtes, parce que ça fait bien dans le casting, et après on vous demande de ne plus être ce que vous êtes. Et pour aller, juste pour réexpliquer pourquoi les députés En Marche ont été jusqu'à la fin, ont suivi jusqu'à la fin, et où là vous voyez qu'il n'y en a pas tant que ça, une fois que le président qui a été réélu, qui ne se représente pas, qui n'essaye pas de se représenter, c'est parce que, en fait, ce qui a été dramatique, c'est que le dernier contre-pouvoir qui pouvait exister était celui du risque d'alternance. Mais ce risque d'alternance a très vite disparu, puisqu'il n'y avait pas d'alternative. Donc à ce moment-là, moi je voyais le nombre de députés En Marche qui pensaient comme moi, mais qui me disaient, oui mais tu sais, on reste là parce que... alors c'est comme des moules collées au rocher, là, en se disant de toute façon il va être réélu, autant être là. Donc ça a fait disparaître le dernier contre-pouvoir, parce que c'est vrai que, et comme vous l'avez vu à la fin, les ralliements sont hallucinants. Ah oui, quand on voit arriver, et là vous voyez, PS, des gens de partout, vous voyez, il y a deux députés. Moi, je les aime bien par ailleurs, Constant Legris à Neuilly ou Robin Reda. Là, ils viennent de rejoindre Emmanuel Macron. Alors Constance Le Grip, elle a voté anti-Macron le matin. Elle a voté pour plus de... Moi, j'ai à peu près voté 50% des textes. Alors bon, c'est vrai que c'est pas les plus... J'ai clivé sur les plus importants. Mais elle a peut-être voté que 20% des textes. Et ces gens-là, du jour au lendemain, mais c'est complètement énorme, quoi. On se dit à quel moment les gens vont penser que la personne pour qui ils votent les représente, ou en tout cas essayent de les représenter et de servir, si au dernier moment ils sont capables de remettre en cause toutes leurs convictions de toute une vie pour certains. C'est ce que l'écrivain Philippe Muret appelle les mutins de Panurge. Ah oui. Effectivement.
On se retrouve dans un instant. Vous allez prendre la parole maintenant et en nous appelant au 0826 300 300. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et ce ne sont pas les questions au gouvernement, mais les questions à la députée Frédérique Dumas avec Claude qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Claude. Oui, bonjour Claude. Bonjour André Berkoff, bonjour Frédérique Dumas. Écoutez, j'ai été passionné par ce que vous venez de dire, là, je vous écoute avec grand plaisir. Moi, je voudrais, plus qu'une question, je voudrais ajouter au fond à votre témoignage. Plusieurs personnes nous avaient alerté sur finalement le comportement et à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Je pense le premier, moi, que j'ai entendu, c'était le psy italien Adriano Segatori. Bon, on l'a tout de suite disqualifié parce qu'on a dit qu'il était d'extrême droite. Le second, c'est, moi j'ai lu François Ruffin dans le bouquin Ce pays que tu ne connais pas. Lui, il le connaît parce qu'il est du même pays, d'Amiens, et il a expliqué son ascension absolument irrépressible vers le pouvoir. Et lui, il est peut-être disqualifié parce qu'il est d'extrême gauche. Après, il y a eu David Elob dans un bouquin que j'ai pas encore lu, mais qui ont un point de vue de journaliste. Et vous avez le point de vue de l'intérieur. Je vois que tout ça finalement se corrobore. Et quand vous dites que les gens qui dirigent, finalement, ils ont un peu l'empathie d'un algorithme, j'ai adoré, quoi. Je veux dire que ça fait. Le seul problème, c'est que je suis comme vous inquiet, parce que j'ai peur qu'effectivement la France soit comme le Titanic, quoi. C'est-à-dire qu'il nous mène droit dans l'iceberg. Et en fait, je crois que Macron n'aime pas la France, n'aime pas les Français. Il s'aime, il aime l'Europe, il aime le monde. Voilà. Merci Claude. Merci Claude. Nous sommes avec Sandrine qui nous appelle du Tarn-et-Garonne. Oui, bonjour. Oui, bonjour Sandrine. Vous m'entendez bien là parce que je suis dehors là. Très bien. Écoutez, restez dehors. Pour le moment, on vous entend bien. Si on vous le dira, si on ne vous entend pas. Allez-y. Donc pareil, je suis comme justement le interlocuteur juste à côté. Donc je vous remercie. J'ai trouvé super intéressant votre interview et du coup, je vais acheter votre livre, Madame Frédérique Dumas. Oui. Et je voulais ma question. Alors moi, je suis plutôt directe là-dessus. La stratégie politique au niveau présidentiel, on s'est quand même cassé la tête énormément parce qu'on voulait pas qu'il revienne. Il y a eu, à un moment donné, un effet énorme en disant il faut surtout pas voter pour le Front National. Bon, moi, j'ai fait partie des personnes qui n'avons pas voté vert blanc. Mais par contre, ma question, parce que nous, on est un peu perdus, parce qu'en politique, il y a eu le grand, comment on peut dire ça, le gros crash depuis Hollande. Et là, au niveau des députés, parce qu'il y a une forme de l'union de gauche se met ensemble, il y aura peut-être une union de droite. Est-ce qu'aujourd'hui, peu importe, n'importe les députés qu'il va avoir, est-ce que, vu ce que je viens d'entendre, auront vraiment un contre-pouvoir pour monsieur Emmanuel Macron, et même sa politique. Et en ce qui concerne monsieur Emmanuel Macron, effectivement, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Mais moi, ça m'arrive des fois de donner des cours. Je suis agricultrice et je donne des cours à des élèves. Oui. Et on ne l'est pas. Et je leur dis, l'instruction, c'est un fait. L'intelligence, c'en est un autre. Voilà. C'est vrai, c'est pas la même chose. Voilà. D'accord. Donc, je pense que c'est un homme public et qui est géré par d'autres personnes. Et ça, on le sait depuis 5 ans. Voilà. Alors, Frédérique Dumas. Merci en tout cas, merci. Écoutez, sincèrement déjà sur le Rassemblement National, si j'ai appelé le livre Ce que l'on ne veut pas que je vous dise, c'est qu'on ne cessait de me dire, et notamment lorsque j'étais sur des plateaux télévisés pendant les Gilets jaunes, ne dis pas ça parce que ça fait monter le Rassemblement National. On fait le jeu 2, le fameux. Et là, je dis, mais attendez, donc on ne peut pas dire ce qui est, on ne peut pas raconter ce qui ne va pas. Parce que si on le raconte, ça ferait monter le Rassemblement National. Et donc moi j'ai dit, c'est pour ça que je l'ai écrit comme ça, je me suis dit j'en ai ras-le-bol qu'on me dise ça, on va mettre de la lumière sur ce qui est, pour qu'effectivement ça puisse éventuellement disparaître, sinon ça se développe. Et à chaque fois je disais, mais pourquoi vous me dites cette phrase-là, puisque en gros, ce qui est négatif, c'est de faire des choses qui ne vont pas. Donc c'est ça qui devrait être montré du doigt. Non, c'est le fait de le dire. Bon, ça c'est pour la première et la deuxième question. Sur l'algorithme, je voulais vraiment, je vais aller jusqu'au bout de la métaphore parce que c'est pas qu'une opinion.
Emmanuel Macron, parce que j'ai quand même eu des échanges avec lui, et sincèrement, j'appréciais aussi au début, et c'est pour ça que je lui disais tout, pour qu'il ne puisse se rendre compte que j'étais loyale. Mais je me suis rendu compte qu'il ne comprenait pas, parce qu'il a un problème d'empathie, il a un problème de compétence sociale. C'est-à-dire que c'est pour ça compétence sociale. Voilà, j'appelle ça compétence sociale parce que c'est compliqué de le définir, mais c'est de dire que on voit qu'il est très intelligent comme un algorithme, mais un algorithme ne fonctionne pas s'il n'y a pas de modération humaine. Lui, c'est comme s'il y avait ça qui me manquait, qui faisait que quand il doit trouver la réponse à un problème, il ne va pas la trouver. Parce qu'un algorithme ne peut pas trouver tout seul la réponse à un problème. Et quand vous avez plusieurs fois Emmanuel Macron qui dit au moment du grand débat, je viens de découvrir, parce qu'il le dit comme ça, je viens de me rendre compte qu'il y a des femmes célibataires qui ont des problèmes. À chaque fois, c'est quand lui commence à se rendre compte de quelque chose que ça devient une réalité. Ça rentre dans ça rentre. Ouais. Donc, j'allais dire, c'est pour ça que je dis à sa décharge, c'est-à-dire il ne comprend pas, et je lui ai dit ça. Quand on est déconnecté, on ne sait pas qu'on est déconnecté. Et donc, il ne peut pas apporter des solutions pertinentes parce que, comme l'a très bien dit Sandrine, s'il n'y a pas ce quelque chose qui vous relie aux autres et qui vous faire prendre la bonne décision, vous ne pouvez pas la prendre. Merci beaucoup Sandrine pour votre appel. Nous sommes avec Dust qui nous appelle de Héran. Bonjour Dust. Oui, bonjour Dust. Bonjour André. Bonjour Madame Dumas. Je trouve votre intervention très très intéressante. Alors, moi j'ai une question assez simple, mais vous avez parlé, si j'avais 10 secondes, vous avez parlé de dérive de pouvoir à tous les niveaux, et vous avez parlé de Covid, donc j'ai une toute petite anecdote, si vous voulez bien, mais sinon, si vous n'avez pas le temps... allez-y, rapidement, Dust. Rapidement. Pendant le deuxième confinement, ma mère est morte dans un EHPAD, et par deux fois, c'est les gendarmes qui m'ont sorti de la chambre, parce que le propriétaire, qui est un groupe qui s'appelle Medicharm, avait décidé d'interdire les visites, contrairement à l'avis du gouvernement. Ouais. Donc 2 fois, ils m'ont injecté. Et la 3e fois, ils sont pointés à 6. Ils ont terrorisé ma copine. Moi, je suis étanche, j'ai peur de pas grand-chose. Mais ils ont terrorisé ma copine, ils sont pointés à 6 avec un qui faisait vraiment le méchant. Donc voilà, ça c'est une dérive de pouvoir, comme Frédéric Dumas a dit, il y en a à tous les niveaux. Donc ma question, moi c'est... Chez André Berkoff, il y a beaucoup d'agitation d'idées, donc on sait qu'on a un souci quand même de démocratie. Comment arriver à faire percuter à l'ensemble d'entre nous que c'est la réalité, ça? Parce que moi, je vois bien que quand je parle autour de moi, c'est vite occulté, là, vous voyez? Oui, c'est vrai. C'est une vraie question, ça, vous avez raison. Non, vous avez entendu. Alors, Frédéric Dumas vous allez répondre, mais c'est vrai. C'est parce qu'on l'impose, et on a vu, que ce soit les médias aussi, il faut quand même parler, une réalité parallèle, une réalité hologramme ou holographique, pas algorithmique spécialement, ou numérique, voilà, et qui fait que les gens se disent, mais c'est ça la réalité, c'est pas autre chose. Mais donc, j'ai donné des petits exemples sur les auditions des ministres, etc., ou sur les débats, donc tout cet artifice à l'Assemblée, donc ça c'était pour le Parlement. Si on continue, la justice, on sait aussi, pour montrer réellement qu'il y a... moi je ne souhaite pas parler de... certaines personnes utilisent les mots dictature ou autre, de toute façon, dès qu'on dit ça, plus personne vous écoute. Donc moi ce que j'essaie de dire juste, c'est qu'on n'est pas du tout on est dans une démocratie abîmée et certainement pas avancée, surtout quand on se compare à d'autres démocraties, que ce soit en Europe ou ailleurs. La justice, donc, on sait qu'elle n'est pas indépendante. Donc, par essence, il y a un certain nombre d'affaires, les affaires sont classées, etc. Il y a 2 poids, 2 mesures. Donc ça, c'est la réalité absolue, et je pense que tout le monde le sait. Ensuite, elle n'a pas obligatoirement les moyens. Donc, elle n'a pas les moyens non plus de faire complètement son travail. Ensuite, le 3e pouvoir, c'est l'exécutif, c'est le gouvernement. Je pense que tout le monde a compris, c'était déjà le cas avec Nicolas Sarkozy, mais encore plus maintenant, que les ministres n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir, tout est décidé ailleurs. Donc nous avons... Enfin, tout est décidé à l'Élysée, quoi. Tout est décidé à l'Élysée. Donc nous avons 3 pouvoirs, soi-disant séparés, qui n'ont pas de pouvoir. Et ensuite, il y a un autre endroit... J'aurais aimé interviewer M. Montesquieu, mais il n'est pas disponible. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, séparation des pouvoirs, c'est vrai qu'ils sont séparés. De ce côté-là, il n'y a pas de problème, ils sont séparés. Oui, sauf que ils n'ont rien. Mais en gros, ils n'ont pas de pouvoir. En revanche, tout d'un coup, il y a un endroit qui s'appelle l'Élysée. Et toute la substance se déplace donc vers cet endroit-là qui s'appelle l'Élysée, président de la République. Donc, et l'Élysée, c'est quoi? Parce que c'est une espèce à la fois de vide juridique, je trouve. L'Élysée, c'est un endroit où effectivement la Constitution dit que le président de la République est irresponsable et qu'il a le droit de dissolution. Donc, nous avons un endroit où tout le pouvoir s'est concentré,
et où celui qui l'exerce est irresponsable. On ne peut pas lui Est-ce que dans la société, il y a un endroit où quand vous concentrez du pouvoir, vous êtes irresponsable? Non. Donc nous, on est là, et ça c'est la réalité, tous les pouvoirs, puisque on voit bien que le pouvoir du Parlement n'existe pas, on voit bien que le pouvoir des ministres n'existe pas, on voit bien que le pouvoir de la justice n'existe pas, et que le pouvoir est à cet endroit-là. Tant que des gens qui ont tout ce pouvoir n'ont pas de garde-fou et sont irresponsables, ça ne peut pas aller, c'est même pas un problème de droite ou de gauche. Absolument. Et nous passons à Guy qui nous appelle de Paris. Bonjour Guy. Oui, bonjour Guy. Bonsoir Madame Frédéric Dumas, bonsoir André Berkov. Merci pour cette belle émission encore. Bon, j'ai 72 ans. Oui. Depuis l'âge de 24 ans, j'ai occupé plusieurs fois dans ma vie le poste de président dans différentes entités, un paraclub, une association, une copropriété immobilière, une association de parents d'élèves, qui s'occupait de toute une ville, le primaire et le secondaire. À chaque fois, j'ai mis en place des principes. C'est je ne fais pas ce que je veux, comme je le veux, quand je le veux, où je le veux, parce que je le veux. Ça passe par un consensus et surtout par l'éducation. Arriver à la personne à réfléchir, à discerner. Ça, c'est très important. J'ai été obligé de prendre des actions sévères, même envers d'amis, pour les remettre dans le droit chemin. Or, c'est une déliquescence que je vois depuis près de 60 ans. Ça me meurtrit. J'agis, toute ma vie j'ai agi contre ça, mais ça me meurtrit. Et on en arrive même à cette déliquescence de tous nos gouvernements européens que l'on voit, qui n'arrivent pas à intervenir une bonne fois pour toutes sur Vladimir Poutine. Il n'y a pas à tortiller, il faut intervenir. On ne peut pas faire autrement. Bien. Je suis désolé. Alors, est-ce que je demande mais c'est encore autre chose, là, poser une question, là, oui. Qui voyez-vous, Madame Frédéric Dumas, qui voyez-vous pouvant prendre une véritable présidence à l'heure actuelle? Quelle personne? Frédéric Dumas. La question à 100 000 euros. Voilà. Non, mais c'est la question. Alors, je vais peut-être vous décevoir. Moi, je pense qu'on est très mal. Effectivement, on a donc un extrême centre. Il le dit lui-même. Il assume qui va diriger le pays et qui aura certainement une majorité, parce que même si Renaissance, entre guillemets, n'aura pas de majorité absolue. Pensez pas que la gauche unie avec Mélenchon peut avoir... ça après, franchement, je trouve qu'il vaut mieux se prononcer après, évidemment, le scrutin, parce que tout est mais moi, j'ai le sentiment, ça serait idiot, mais disons que moi, j'ai le sentiment que de toute façon, ils auront une majorité... le président aura sa majorité. Il aura sa majorité, qui, évidemment, peut-être au bout de 2 ans, commencera à tirer, mais en tout cas, dans un premier temps, une forme de majorité. Et une vraie conflictualité, puisqu'on y aura effectivement une extrême droite et une extrême gauche. Donc en fait, même avec ce système-là, on va continuer à le nourrir, puisque en fait, son intérêt, c'est la conflictualité, puisque, je ne sais pas si vous avez vu, il le répète lui et ses ministres, c'est quand il parle de Jean-Luc Mélenchon d'un côté ou de Marine Le Pen de l'autre, il les décrit comme des monstres. Donc en gros, c'est moi je suis la démocratie, et tout le reste n'est pas la démocratie, donc vous ne pouvez voter que pour moi. Et comme effectivement, il va se passer la même chose qu'il s'est passé, c'est-à-dire que si on a ces deux blocs-là, ils vont s'opposer de manière un peu caricaturale, obligatoirement, on va renforcer les impuissances finalement. Donc je pense que, pour répondre à votre question, je ne vois personne, effectivement, aujourd'hui, une personne qui incarnerait quelque chose de différent, parce que, en plus, malheureusement, je pense que l'exemplarité n'étant pas la chose la plus partagée, beaucoup se tiennent. Mais juste Frédéric Dumas, quand même, au-delà de ça et au-delà de la question de Guy, parce que je crois qu'elle est posée. En fait, elle est posée, je ne dis pas 6e République, mais est-ce que le problème n'est pas la constitution de cette monarchie républicaine qui convenait parfaitement à De Gaulle? Parce que l'époque était l'époque, mais nous sommes aujourd'hui 60 ans plus tard, ou presque. C'est que le problème, à partir du moment où vous élisez, ça a l'air paradoxal, mais c'est ce que disait Fabry et d'autres. Est-ce que l'élection du président de la République au suffrage universel n'annule pas, s'il n'y a pas, parce que vous allez me dire c'est en Amérique, mais en Amérique c'est pas direct, parce qu'en Amérique c'est par les grands électeurs. Est-ce que ça n'annule pas effectivement de fait, et alors ça dépend des gens, mais quand même, les contre-pouvoirs, parce que
ils auront toujours la tentation, plus ou moins grande, d'abuser ou d'user vraiment de leur pouvoir. Si, moi je suis entièrement d'accord avec ça, c'est évident. Je ne pense pas non plus que c'est la solution de la 6ème République de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'en fait, sa proposition, c'est plutôt de prendre le pouvoir, le garder, pendant qu'il y a une constituante qui travaille et qui, voilà, on verra. Donc c'est le même réflexe. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs, et c'est vrai que dans plein de pays, par exemple même les monarchies républicaines comme l'Angleterre sont plus démocratiques que nous. Pourquoi ? Parce que Suède, etc. Parce que et c'est très bien décrit, et Philippe Fabry l'avait bien décrit, c'est-à-dire qu'il y a un endroit. Alors moi, c'est vrai que j'ai mis en avant que j'avais soutenu Jadot au premier tour, mais pourquoi ? Parce que sur les institutions, je trouvais qu'il était le seul à proposer quelque chose d'au moins de réaliste et qui pouvait s'appliquer tout de suite. C'est en gros, et je sais que Philippe Fabry l'a dit aussi, parce que il faut que le président de la République soit d'accord pour faire une modification. Mais en revanche, il pourrait très bien avoir une pression pour qu'il soit obligé, entre-temps, avant, de rendre du pouvoir. C'est-à-dire de décider de lui-même, de dire... S'il y avait une pression suffisante de l'extérieur, je rends du pouvoir. Et c'est vrai que Jadot, par exemple, avait dit le président de la République pourrait très bien être le garant des libertés fondamentales, il s'occupe du climat, il s'occupe de 2 ou 3 gros enjeux comme ça. Il est celui vers lequel, effectivement, les citoyens ont le sentiment qu'il y a de la stabilité. Qu'il existe un chef de gouvernement dans ces cas-là, voilà, qui est vraiment la responsabilité. Et un président ou une présidente de l'Assemblée nationale qui aussi... voilà. Donc quand Emmanuel Macron nous dit... cette phrase, il faudrait le prendre au mot et exiger qu'il le fasse. Il dit, il faut une renaissance démocratique, ça passera par le politique ou les institutions, mais finalement, le plus important, c'est d'être dans l'acte pratique. Ok, l'acte pratique, ça doit commencer par toi. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu es prêt à rendre ? Qu'est-ce que tu es prêt à donner ? Sans obligatoirement, on n'est pas sans changer la Constitution déjà. Qu'est-ce que tu es prêt à rééquilibrer et faire cette pression pour l'exiger et qu'il arrête, sincèrement, qu'il arrête de parler. Parce que ce qui est insupportable, c'est tous ces mots, c'est blabla. Dumas, vous demandez l'impossible. Enfin, voilà. Mais je pense que tous ensemble, on peut essayer de lui dire, nous, on en a marre de la délibération permanente. On veut des actes. Des actes. En tout cas, auditeurs de Sud Radio, continuez à parler. Vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes avec Angèle qui nous appelle de Marseille. Bonjour Angèle. Bonjour Angèle. Oui, bonjour Monsieur Berkov. Bonjour Madame Dumas, je crois. Oui, merci. Voilà, donc j'ai été très intéressée par tout ce que vous avez raconté. Je vais peut-être même acheter votre livre. Il faut. Parce que moi, en fait, ce que je ressens, je vais essayer de le dire vite. Oui. Ce que je ressens depuis 5 ans, c'est que tout est anormal depuis qu'on vit sous le gouvernement de Macron. C'est-à-dire que toutes les décisions qui sont prises sont des décisions outrancières, autoritaires. Vivre le secret défense pendant une pandémie, c'est anormal. Dire de son peuple qu'il a envie de l'emmerder, c'est anormal. Moi, je me demande si ça relèverait pas de la psychiatrie, carrément. Et puis, je vais vous lire une phrase qu'il a dit en 2018, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je ne suis pas l'enfant naturel du temps calme en politique, je suis le fruit d'une forme de brutalité de l'histoire. C'est une brute pour moi. Voilà, c'est une brute, c'est pas un président, c'est une brute. Voilà. Et on va se faner la brute encore 5 ans. Voilà. J'aime bien se faner. Ouais, on va se faner la brute pendant 5 ans. Voilà. Quelqu'un de bipolaire. Quelqu'un qui dit blanc un jour. Peut-être vous allez loin là, Angèle. On ne sait pas s'il est bipolaire. Écoutez, moi je connais un peu les bipolaires. Je sais dans quel état ils sont. Hein. On peut pas gouverner un pays comme ça. On peut pas. C'est soit on crée de l'unification et quand on fait ça, on s'occupe de tout le monde. Soit, quand on désunit, on n'est pas président de la République. Voilà. D'accord. Frédéric Dumas. Écoutez, quand même, moi, je partage assez ce que vous dites parce que vous avez ressenti ça, cette oppression, mais quand on est député, on la ressent vraiment. On est heurté au plus profond de soi-même par des comportements et des postures. Blessé. Oui.
vraiment. Oui, et le problème, c'est que, que ce soit la droite ou la gauche qui soit au pouvoir, on est d'accord ou pas d'accord. Bon, il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas. Là, pendant 5 ans, j'ai été heurtée. Blessé, effectivement, comme vous le dites, vous avez cette phrase, parce que c'est bien que vous ayez donné cette phrase, parce que ce qui est terrible, c'est qu'en fait, il dit les choses, il les assume, et ça passe. C'est-à-dire qu'il a compris que plus il allait loin, et plus ça passait, et ça devient un peu indolore, plus personne ne voit les choses. Quand pendant la crise sanitaire, il a fait une vidéo, une visio avec le monde de la culture. Il a osé, par exemple, prononcer, il a parlé de chevaucher le tigre, plus ou moins. Et quand on regarde, c'est presque le titre d'un ouvrage d'un écrivain penseur italien des années 60, fasciste, qui dit ce penseur est contre la démocratie. Donc en fait, il ose, il est devant avec des gens de la culture et il ose parce que c'est tout le temps quelqu'un qui ose. Oui, il avait fait une grande conférence à l'Élysée. Oui, il provoque. Bon là, il nous a dit non, mais il nous avait fait Robinson Crusoe, aller chercher le jambon et le fromage et sa grande invention, c'est-à-dire qu'il fait plusieurs heures d'intervention, algorithmique, et ensuite à la fin, c'est quoi la proposition? La proposition qui sort à la fin pour régler le problème de la culture, c'est d'envoyer des artistes pendant l'été dans les colonies de vacances. C'est-à-dire tout ça pour ça. Et madame, vous avez raison, c'est que je pense que c'est quelqu'un de très brutal, et je l'ai dit, d'une grande duplicité. Vous avez vu ce qu'il avait fait par exemple avec les journalistes du Monde, en leur faisant croire qu'il était en train de les aider alors qu'ils travaillaient pour la concurrence. Donc cette duplicité, cette brutalité, effectivement, elle est difficile, et quelqu'un qui dit les gens qui ne sont rien, dans une gare, on croise des gens qui ont réussi, des gens qui ne sont rien. Ça veut bien dire. Donc, je ne rentrerai pas dans l'analyse clinique. C'est pour ça que j'utilise ce mot. Il n'a pas de compétence sociale. C'est-à-dire, il ne ressent pas l'autre. Peut-être dernière auditeur, absolument, Pierre, qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Pierre. Oui, Pierre, bonjour. Oui, je crois qu'il est surtout insensible à la douleur psychologique, et tout ça parce qu'il est ultra protégé par son épouse et il pense être invincible. Moi, je pense que concernant une amélioration du système politique tel qu'il est, je crois qu'il faut en effet que l'on aille vers une élection du chef du gouvernement au suffrage universel pour qu'il garde sa totale indépendance et qu'il ne soit pas justement sous l'emprise du président de la République. Et maintenant, vous voulez dire, attendez Pierre, juste un mot, vous dites qu'il faudrait élection du président de la République au suffrage universel et élection du chef du gouvernement. Tout à fait. Ça. Et justement, on fait 7 ans pour le président de la République et 5 ans ou 4 ans pour le Premier ministre, par exemple. Ce qui permettrait justement d'avoir une politique tout à fait différente, c'est-à-dire le président pense une chose et le gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre, pense autre chose. Ça permettrait une sorte d'alternance. Cohabitation. Cohabitation, mais toutefois sans avoir la même mise sur le Premier ministre. Ma question est la suivante. Est-ce que vous qui avez été à Liberté des Territoires, est-ce que vous partez sous une bannière, une étiquette bien précise, ou est-ce que vous partez en femme aussi libre, en quelque sorte, en femme, je dirais, sans étiquette? Alors justement, vous présentez aux élections? Non, je ne me représente pas. Je ne me représente pas pour, j'allais dire, les raisons qu'on vient de donner. Ouais. Je pense que tout ça a été artificiel, totalement artificiel, et donc je ne veux pas cautionner ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que on va être dans l'impuissance. Moi, je ne veux pas me retrouver dans de la conflictualité systématique, gérant cette forme d'impuissance. Je préfère, et on n'en a pas parlé, je pense qu'il faut inventer des nouveaux chemins et travailler justement sur les causes profondes d'un certain nombre de choses en amont. Et donc, moi, je veux retrouver et de la créativité et un espace pour tracer des chemins un peu différents, pas me retrouver avalé par la matrice dans la conflictualité. Et voilà, donc je ne me représente pas. Frédéric Dumas, en tout cas, on vous suivra et on vous réinvitera, bien sûr, sur les chemins et sur ce qu'il faut faire, parce que Dieu sait s'il y a des choses à faire. Travail d'Hercule. Et je rappelle le titre de votre livre, Ce que l'on ne veut pas que je vous dise, en sous-titre Récit au cœur du pouvoir. C'est en librairie aux éditions Massot. Et puis l'impuissance, il arrive parfois à Brigitte Lahaie d'en parler, mais cette fois c'est le désir.